Bonjour, merci d'avoir accepté de nous raconter ce que tu as fait le 7 octobre. Le 7 octobre, au soir, tu arrives à Nahal Oz, un Hummer te dépose, et ici on va le voir, Shai va le montrer à la caméra, te dépose ici sur la place centrale du kibbutz. Tu arrives et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Exactement. Donc déjà quand on arrive, c'est un chaos total. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe. Déjà en chemin, on voit des maisons brûlées, des voitures brûlées. On voit que nous, on va vers le sud et il y a des voitures qui s'enfuient vers le nord. On se dit on doit être fou pour arriver à cet endroit-là. On essaye de rentrer à l'entrée principale du kibbutz, mais le portail est bloqué. On fait tout le détour et on arrive en fait par là. Le Hammer nous dépose et on voit encore d'autres Hammers. On voit des voitures barricadées de l'armée. On voit beaucoup de soldats, on ne comprend pas ce qui se passe, il y a beaucoup de tirs, il y a des bombardes. Avant d'arriver, vous recevez une explication où il n'y a même pas le temps vraiment d'expliquer et il n'y a pas les connaissances. On ne sait pas ce qui se passe, le temps qu'on prenne les armes et l'équipement de la base, ça a mis assez longtemps, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe. On ne sait pas nous dire exactement la situation dans laquelle on va se trouver. On essaye d'écouter un peu les informations, mais on n'arrive pas vraiment à voir des détails. Donc on arrive, on descend des Hammers, on essaie de se dispatcher, de se protéger au maximum possible. Mais on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe jusqu'à que un des commandants qui nous voit, il nous dit « Écoutez, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui connaît ici l'endroit ?» Donc c'est ça aussi, parce qu'il n'y avait pas de cartographie véritable des lieux pour que vous puissiez comprendre où vous vous trouvez et quels sont les endroits à libérer. C'est exactement ça. Nous, par exemple, moi qui ne connaissais pas le kibbutz, je ne suis jamais venu avant. Et il y a quelqu'un du Tzavet de l'équipe qui a dit qu'il connaît, car il était ici plusieurs fois, il courait beaucoup ici, donc il connaît très bien. Alors on nous a dit, bon, tu vas commencer à suivre, on nous emmène ici. Là, au centre, il y a à peu près 50 habitants du kibbutz qu'on les a déjà fait venir ici, qu'on les a emmenés ici. Et on les retrouve, on attend le bus, nous on les sécurise, on les protège. Au cas où il y aura quelqu'un, on nous a dit que c'est possible que ici, dans la ferme, il y a encore des terroristes qui peuvent sortir. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les protéger. Et jusqu'à que le premier bus arrive, on évacue les premiers citoyens. Il est quelle heure à peu près? D'après moi, il était déjà vers 23h30. Donc on est profondément à l'intérieur de la nuit. Le 7 octobre est déjà passé, on arrive plus ou moins vers le 8 octobre maintenant. Et les combats continuent. Oui, 23h, 23h30. Ça continue, on entend les tirs, on entend les bombardements. Et on évacue les citoyens. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit je fais partie de la Kitat Konenut. Ce sont les civils qui protégeaient le kibbutz jusqu'à présent. Exactement. Mais je ne suis pas armé car on n'a pas la clé pour ouvrir l'armerie. Mais moi, je connais le kibbutz. Venez avec moi, on va sortir tous les autres citoyens qui sont bloqués. Il y a sur le groupe WhatsApp, on sait qui est bloqué. Et il nous dit il y a ceux qui n'ont pas répondu, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Et on va faire ce qu'on peut. Et là, vous commencez du porte-à-porte. Exactement. On commence, on prend les Hammers, on va là-bas dans ces bâtiments-là, les bâtiments des jeunes. Et avec son aide de Tsahi, on commence à taper les portes. Là où il sait qu'il y a des gens qui nous attendent, il dit son nom, il tape, il dit c'est moi, je suis avec les forces de réserve de Sayed Givati. Ouvrez les portes, on est là pour vous évacuer, pour vous sauver. Il y a ceux qui ont ouvert les portes, il y a ceux qui ont mis un bon moment pour y croire. C'est vraiment on raconte cette histoire de ceux qui devaient réciter ces mots du Shema Israël pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir être sûr qu'il s'agissait d'Israéliens, de Juifs de l'autre côté. Est-ce que tu as vécu ça, toi? Moi, personnellement, j'ai pas vécu ça. Quand on était avec quelqu'un du kibbutz qui connaît tous les gens, il sait qui habite là et qui se retrouve là. Donc il leur dit, il les appelle de leur nom. Il leur dit c'est moi, j'habite à cette adresse-là, c'est ma maison ici, je suis avec cette force-là. Donc il y a ceux qui croyaient qu'il était vraiment avec l'armée.
Il y a ceux qui pensaient qu'il était emporté par des terroristes pour qu'ils ouvrent les portes. Il y a ceux qui ont ouvert les portes facilement, il y a ceux qui ont mis le temps. Et on a tapé de porte à porte jusqu'à qu'on a évacué ce qu'on pouvait. Quand il nous disait je suis pas sûr de ce qui se passe à la maison, il nous a dit vous allez rentrer en premier. Nous, tant que soldats, on sait qu'on est entraînés à ça. Et on sait qu'à ces situations-là, on ne peut pas tirer, on ne peut pas rentrer ce qui s'appelle entrer mouillé en tirant, car il y a des citoyens, c'est vrai aussi qu'il y a des citoyens. D'un autre côté, on est très alertés parce qu'on nous dit que c'est très probable qu'il y a encore des terroristes qui se cachent dans les maisons. Donc on est très alertés, en alarme, prêt déjà. Et on se dit à moins de choses qui se passent, nous on est prêt à rentrer en position et en action. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas pensé à ça jusqu'à cette interview. Je m'en souviens quand on en avait parlé avec des copains, mais j'avoue que c'est pas quelque chose je pense que si je portais tout le temps ça avec moi, ça aurait été trop dur de continuer après. L'après, justement, on peut en parler un instant et revenir sur le 7 octobre. Tu as fait plus de 550 jours de réserve, oui, quelque chose comme ça, on ne les compte plus. Ouais, on ne compte plus, seulement quand ça devient un chiffre rond. Pas loin de 550 jours, je suppose. Je sais pas exactement, mais ouais. Tu l'as fait avec un sens du devoir, ça a toujours été une évidence pour toi, ou il y a des jours où tu t'es dit ça y est, là j'en peux plus? Même, il y a des jours qu'on n'en peut plus. Parce que vraiment, quand on est là-bas à Gaza avec la chaleur épouvantable, parfois on se dit c'est impossible, c'est insupportable, on ne peut plus. Mais vraiment, cette mission et cette cause pour laquelle on est là, pour libérer nos otages et pour vraiment détruire le Hamas, on fait ce qu'on peut pour promettre qu'il n'y aura pas un deuxième 7 octobre. Sur tous ces combats que tu mènes, autant à Gaza que ceux que tu as menés ici le 7 octobre et dans les jours d'après ici en Israël pour libérer les kibbutzim, libérer ces habitants des terroristes qui étaient venus les pourchasser dans leur maison, quelle est l'image que tu retiendras, qui te suivra, l'image qui restera pour toi peut-être la plus emblématique? Ça peut être d'ici, mais ça peut être aussi de ce que tu as vécu à l'intérieur de la bande de Gaza, des contacts avec des habitants. On rentre, je prends la porte, je m'en souviens très bien, je prends la porte à gauche, c'était la porte du Mamad, et on la voit qu'elle est complètement trouée, et tout d'un coup il y a les chaussures qui glissent un peu, et on voit vraiment cette flaque de sang. On s'imagine ce qui s'est passé, on se dit qu'on comprend, et on se dit on sait jamais. On a entendu des cas après commencer, au jour même, on ne savait pas. Mais en rentrant, on voit les corps. Déjà, on rentre avec les lumières, les lampes torches. On voit une chambre rose avec je m'en souviens, avec des fées imprimées, des photos de fées, d'animaux et des poupées. On comprend que c'est la chambre d'une petite fille. Et on voit la fille avec les deux parents. On comprend ce qui s'est passé. Donc par respect, on ferme la porte, on la signe, on dit pour qu'on puisse les évacuer avec le respect nécessaire. Et on continue. En fait, c'est un moment auquel on ne peut pas penser. On ne peut pas continuer à tenir cette image en tête. On continue, on évacue la maison. En fait, il n'y a personne qui est évacué, mais on continue de là. Et je pense la dernière maison, laquelle après on s'est remis en garde pour protéger parce qu'on nous dit qu'il y a une deuxième vague de terroristes qui va rentrer. Et on s'est mis complètement à la frontière du kibbutz. Et c'est une femme qu'on avait sortie. Elle m'a tenu en main, elle m'a fait des grandes caresses. Elle a vu après que j'étais religieux. Elle m'a dit vous n'avez pas le droit, je suis désolé, mais merci beaucoup. Et on voyait dans ses yeux la peine et toute la douleur qui changeait un peu comme s'il y a eu quelque chose un peu de calme dans ses yeux, mais avec une peur très profonde. En disant en fait c'est ça l'image de ce qui se passe.
comme on dit, la guerre est le royaume de l'inconnu. C'est vraiment, elle sait en fait qu'elle va arriver à l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe d'ici. Ils vont dans des bus, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qui va se passer, qui est vivant, qui est mort. Ils marchent avec nous dans les rues. On voit les corps entre soldats, entre des terroristes. On les voit partout. L'odeur du brûlé qui est portée dans l'air. Une odeur étouffante qui est vraiment, vraiment lourde. C'est comme si tout le kibbutz était... Comme si l'air ne voulait même pas pénétrer le kibbutz. L'air était vraiment stagné et très lourd. Il n'y avait presque pas de vent, on ne sentait pas en tout cas. Et je me disais en fait, c'est comme si le temps s'était arrêté à cet endroit-là, jusqu'au moment qu'on est arrivé. Et pour ces gens-là, c'est vraiment ce qui s'est passé, à partir de 6h30 du matin, jusqu'à, je pense qu'on les a évacués vers 5h30. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Avec plaisir. Merci à vous pour faire ce travail et transmettre notre message.